Who took the bomb? De Culturistes et on a organisé avec toute l'équipe Culturiste cette nouvelle édition 2023 du Grand Concours d'éloquence du CELSA. Et pour commencer, on va vous présenter notre jury donc, qui a accepté de venir juger nos 8 candidats. Donc nous avons Ambroise Viennet qui est avocat au barreau de Paris. Roselyne de Villeneuve qui est maître de conférence en grammaire et stylistique. Inès Chehimi qui est entre autres activiste mais qui a aussi participé à des concours d'éloquence, etc. Ensuite nous avons Liam Hortelsberg qui est le grand gagnant de l'édition de l'année dernière et qui fait plein de choses dans la... Mélissa Chidiac, qui est journaliste au magazine Gaze. Parce que ça ne lui a pas suffi d'être sur le podium il y a 2 ans, il se remet sous les spotlights pour faire de la visibilité à sa demande de stage en production éditoriale audio. Merci d'accueillir Arnaud. Mesdames, messieurs les membres du jury, bonsoir, je me présente. Arnaud, Sagittaire, ascendant Poisson, ma lune est en Scorpion et j'ai Mars en Balance. Le soir de ma naissance, en cette nuit de l'an 2000, les astres, placés au-dessus de l'île, m'avaient déterminé. Un certain attachement à l'alcool déjà, et à une jovialité. C'est connu, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Ce jour-là, mon soleil était en Sagittaire, ma lune en Scorpion et mon Mars en Balance. Alors, pour ceux qui confondent Capricorne et Capricorne, qui pensent que Serpentaire est une maison de Poudlard, ou bien les condescendants des ascendants, qui n'ont pas sur eux leur meilleur costard, laissez-moi vous me représenter. Je suis un aventurier sensible et rêveur, qui n'aime pas trop le conflit. Et puisque toute lune a sa face cachée, je suis un paresseux, instable et lâche. Mais tout ça, je n'y peux rien. C'était en tout cas les dires de cette étrange Dora qui voulait absolument faire ma carte astrale, évidemment. Et qui m'a fait prononcer une phrase que je n'aurais jamais imaginé dire à 10h30 au Glazard. « Allô maman, à quelle heure je suis né ?» Enivrée de sa poussière de lune, elle expliquait que tout mon caractère, mes émotions, étaient prédestinés par des objets célestes. Plus tard, j'ai rencontré un autre cocaïnomane qui m'expliquait, exalté, sa théorie. En fait, le ça s'en sert sur le moi, tandis que le surmoi s'assure de ci, de ça. Ce que je comprenais, coup-ci, coup-ça, c'était que je n'étais pas tout seul à décider là. Et encore une fois, il y avait différents moi qui dirigeaient les âmes. Je refermais mon livre en me promettant de jamais lire Freud en after. Ainsi, selon lui, les quelques traumatismes enfantins dont on ne se rappelle plus vraiment deviennent des maîtres de nos émotions. Et c'est inconsciemment qui jette des dés de nos pulsions. Si j'étais paresseux, c'était par essence. Ma gloutonnerie ne servait pas seulement à combler mon estomac ou les caisses déjà bien pleines de la petite cantine, mais également un manque d'affection. Et mon amour, parfois toxique pour les femmes autoritaires, devait être dû au fait que j'étais le seul ch'ti à n'avoir jamais baisé avec sa mère. Ainsi, selon ces théories, un battement d'ailes de papillons peuvent créer une tempête sous un crâne. Et en effet, comment ne pas y croire que les dés sont jetés. Les battements d'ailes des cigognes qui nous déposent sont bien le point de départ d'un destin qui nous dépasse
Dès le début, vous y arriverez. Dans quel décor, dans quel département. Vous serez soumis à quel décret. Et même si la craie s'efface, vous serez soumis à quel despote. Et même si le spot s'éteint, vous serez soumis à quel délire. Et même si la lyre se tait, à quel défi. Et même si vous en faites fi, il y aura toujours débat. Savez-vous comment ils s'appellent? Ces dés qui sont là, dès le début, qui pourtant déterminent. On n'arrive jamais à défaire tout ce que ces détresses, ce sont les seuls dés qui ne se relancent pas, les déterminismes. Et j'allais découvrir, scotché, qu'il y en avait un tas d'autres à coller à ma peau. Comme disait un vieux proverbe 1, jamais 203, j'acceptais d'être sous l'emprise de pulsions affreuses dont je ne maîtrisais pas vraiment l'issue. Avec mon dé, j'imputais aux astres mes désastres. Puis il faisait beau voir, Simone, cette corde qui me liait aux hommes. J'évitais tant de tracas en acceptant être construit dans ce patriarcat. Je pensais tirer sur le fil, mais je m'en mêlais, ravi. Quand on se considère soi-même comme un pantin, il ne reste plus qu'à danser. Et ça tombe bien, j'adore ça, moi, danser. Alors, on regarde partout, on se bourdieu, délichant la moindre reproduction sociale, le moindre habitus qui m'allégerait de quelconque responsabilité. Qu'il est confortable de s'efforcer à croire que notre existence a été déterminée par des planètes jetées d'une main de géant au-dessus d'un ciel d'hiver. Qu'il est plus aisé d'imputer nos défauts aux souvenirs brumeux de parents, forcément imparfaits. Ou d'un refus d'entrer à la fac d'art, par exemple. Mais entre un dessinateur et un despote, entre le choix et la choix, il a une volonté, un choix justement. Et c'est la volonté qui relance les dés. Vous savez, cher jury, c'est au juge de choisir à chaque instant entre l'impartialité ou bien une quelconque amitié qui nous liame. Et on sait depuis longtemps être maîtrisé par des liens de causalité, que la cause de la cause, c'est la cause de l'effet. Que des fils qui nous tiennent, réels ou fantasmés, nous tiennent un peu. Mais à force de consommer ces théories déterministes, on ne sépare plus le bon grain de l'ivraie, le grand rien du vrai. On ne sait plus quelle ficelle nous tire et laquelle doit être brisée. On s'avachit, porté par des structures qui nous excusent, des pratiques qui nous expliquent. Bah ouais, hein. Je vous avais dit que j'étais lâche. C'était écrit sur mon thème astral. Et puis chez un homme. Mais si on s'attache à nos chaînes, et si on s'enchaîne à nos tâches, on devient soi-même déterminant. Ce n'est pas pour les sagittaires branleurs aux traumatismes d'enfance plus que contestables que l'on a révélé les déterminismes. On n'avait pas ouvert pour moi un supermarché d'excuses pour me comporter en parfait connard. La seule bonne raison de révéler que les dés sont jetés, c'est pour les jeter les dés, et à la poubelle cette fois. Mais il n'est pas facile de se débarrasser de ces déterminismes. Le surmoi semble toujours surmoi. La lune nous suit même en voiture, et c'est pareil pour l'habit et l'habitus. Il y a quelques années, pas beaucoup, le genre était perçu comme un pile ou face, un genre de bitouchat qui nous restait collé à la peau. Puis on a détaillé en dévoilant de nouvelles faces. On a avancé, dévoilé qu'il y avait la place pour de nouvelles cases dans le grand jeu de la société. Face aux règles et aux mauvais tirages, des courageux ont redistribué des cartes et ont douté, méthodiquement. À tous ceux qui se retrouvent comme moi dans ce supermarché des déterminismes, par hasard, pour comprendre, ou bien même par opportunisme, devenez courageux. Et entre l'allée B et l'allée A, choisissez toujours l'allée A. Et mettez du chaos dans votre cabas. Vous n'avez pas besoin d'en connaître un rayon pour le renverser. Il n'y a que le déséquilibre qui change les résultats des dés. Si on vous traite de fou, soyez un fou allié, pas un fou oppresseur. Honte à ceux qui s'approprient ces déterminismes, et bravo à ceux qui remplacent ces volonteux en volonté. Et c'est en se libérant de votre cocon de lâcheté que vous mériterez, contrairement à moi, qu'un battement d'ailes de papillon à l'autre bout du monde crée pour vous, et pour vous seulement, un tonnerre d'applaudissements. Pour le prochain candidat, donc l'année dernière il photographiait le concours, il en avait marre d'être derrière l'objectif, aujourd'hui il se retrouve derrière le pupitre. Merci d'accueillir Gaëtan.
Bonsoir. Cela fait 22 ans. Oui, 22 ans que je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis là ce soir pour vous en parler justement. On m'a invité. Inspirez-vous, c'est le moment. Je ne peux qu'en vouloir à un destin bien dessiné, par une main de maître, bien entraînée. Là où certains ont choisi Picasso, je préfère Raphaël. Un raffinement bien affirmé, une géométrie parfaite. Cela touche, ça fait mouche. Les autres, cela touche. Moi, je suis de ceux qui bâtissent, de ceux qui se sont forgés seuls, à la main, faisant face à un grand destin. Je mérite tout mon bonheur et peut-être la croix d'honneur à parler avec décorum, le succès qui mène à Rome. Tâchez alors d'en prendre de la graine, je vais vous conter ce soir la recette de mon succès. Tout d'abord, oui tout d'abord, il ne suffit pas de naître. Comment peut-on aspirer à un grand destin quand on commence par n'être pas? Commencer par la négative, c'est compliqué. Moi, je préfère dire que je suis apparu. Oui. Je suis apparu donc, un soir d'orage, dans une contrée lointaine et vallonnée. Un enfant seul parmi les ânes, les bœufs et les épis de blé. Oui, Jésus né, je suis né. À Brive-la-Gaillarde. Oui, bon, tout de suite, ça fait moins rêver. La vérité est que je dois ma vie à des coups de bol. Demandez à mes amis présents dans la salle, ils vous diront qu'ils en auront le bol. Encore un petit bourgeois blanc dans une grande école, mais enfin, c'est du déjà vu. Prenons par exemple mon parcours scolaire. Celui d'un enfant abattu par la misère, faisant face à de nouvelles matières, non. Celui d'un petit blondinet dans une école primaire, avec d'autres petits blondinets qui grandissent en plein air. J'habitais une grande maison avec piscine, sur le perron ma mère sous la glycine. Je rentrais de l'école à travers champs, le pantalon plein de ces petits piquants qui se glissaient dans mes chaussettes, s'accrochaient à mes pulls. C'était cela mes plus grands soucis. Oui, j'ai peut-être grandi dans une bulle. Mais cette bulle allait bientôt exploser. J'ai dû quitter la terre de mes ancêtres de force, mon sud natal, que j'ai travaillé avec la force de mes mains, alors que je n'étais rien d'autre qu'un petit bambin. J'ai déménagé, oui, près de Paris, sous un ciel de février, dans une de ces banlieues résidentielles, entre Versailles et Rambouillet. Loin de la montée épique dans un Paris menaçant, j'ai plutôt fumé du shit avec mes potes sur un banc. Bonjour papa, bonjour maman. C'est vrai. Oui, je viens de ces résidences où tout est recopié, où le syndic a un droit de vie ou de mort sur la hauteur de ton portail, et où l'on croise toujours un de ses voisins, qu'importe où que l'on aille. C'est là qu'est venue à moi la question du destin. Alors que toutes les maisons reflétaient les mêmes passions, celles des haies et du gazon taillé à la perfection, comment puis-je sortir de cette uniformisation ? Prendre son destin en main et se dire non, les dés ne sont pas jetés, non, je ne finirai pas ingénieur comme papa l'avait souhaité. Alors contre toutes les ambitions de ma famille, je me suis préféré un destin plus volubile. C'est le monde des lettres que je vais conquérir, et nul ne pourra me le ravir. J'ai été brimé, châtié, puni, réprimé, sanctionné, condamné par mon père, qui m'a dit un jour, d'un ton très grave, « Mon fils, tu as toujours été très bon en français, je te souhaite de faire tout ce qu'il te plaît. » Putain, papa, le storytelling. Ouais. Je suis donc entré en classe de L, supporté par mes parents, sans engueulade. Ça va être précaire, vous en êtes sûr? Pas même une toute petite brimade? Non, bon. Oui, je continue mon bout de chemin, de dissertation en dissertation. J'arrive en prépa-lettres, je rentre au CELSA et me voici devant vous sans histoire épique sous le bras. Mais revient alors souvent la question, à laquelle je n'ai trouvé ni thèse, ni antithèse, ni synthèse. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre?
Mais si, j'ai été discriminé, regardez-moi, j'ai les cheveux longs, une boucle d'oreille, je suis hypersensible et j'ai un tatouage. Non, tu n'es rien d'autre qu'un bobo de plus dans le paysage. Mais ce n'est pas grave, il suffit d'en être conscient. Loin de me flageller, je crois que ce soir je voulais simplement me rendre compte de la chance que j'ai eue, que j'ai et que j'aurai peut-être. Pas de place au hasard ici-bas. Je ne sais pas si les dés ont été jetés, si le destin est scellé. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faudrait redistribuer un peu les cartes, afin que nous jouions ensemble au même jeu de société. D'accueillir Maë. Ça marche. Cher jury, Celsiens, Celsiennes, mesdames, messieurs, bonjour. J'avais l'intention de vous faire une introduction développée, soignée, à la hauteur peut-être du public que j'ai aujourd'hui ici. Comme vous en doutez, vu cette phrase, je ne l'ai pas fait. En réalité, mon chat est mort cette semaine. Comme au Sénat, je ne sais pas si vous voyez, les sénateurs utilisent en ce moment l'excuse, donc... Alors, rentrons directement dans le sujet, les dés sont-ils jetés? Comme certains ici, Gaëtan, je te salue, le traumatisme de l'analyse des termes du sujet remonte à des moments sombres de ma vie, que je nommerai en 2 termes, la prépa. Je me vois donc obligée, et je m'excuse par avance, de commencer de manière très scolaire par vous décliner l'art minutieux du jet de dés. Il y a d'abord le simple jet de dés, du Yams au Monopoly, où les dés sont souvent pipés, surtout lorsqu'on est l'aîné de la famille, puis le jet de dés de manière intentionnelle, ou non, dans le cas d'Éric Dupond-Moretti, apparemment. Il y a cette chanson de Mireille Mathieu, pour les plus âgés. Bonjour. Il y a aussi ce film suédois, Carlingen Arkastad, qui veut dire les dés sont jetés, comme vous l'avez sûrement compris. Sorti en 1960, qui, je cite, serait d'une absolue médiocrité, ce qui se fait de pire dans le genre. Mais là, je m'éloigne du sujet. Alors reprenons. Il y a ce moment où on se dit presque humblement « Allez, les dés sont jetés ». D'une prédiction funeste ou grandiose, elle devient plus simplement une formule incantatoire qui laisserait le hasard faire la part des choses. Bien loin d'un renoncement, il s'agit d'un moment de suspens, où on laisse l'ensemble de nos actions passées rentrer en mouvement. Bien loin de s'arrêter d'agir, on laisse les conditions d'un succès ou d'un échec s'opérer. Le rendu d'un mémoire, le plat indien avant d'aller courir. Qu'il est loin, Jules César, quand on se dit cette phrase tout bas, avant d'aller frauder la ligne 3 en heure de pointe. Les dés sont jetés deviennent la traduction d'un advienne qui pourra. Ben oh, et on verra bien ce que ça donnera. Et puis voilà, j'ai fait ce que je pouvais. C'est comme ça. Tant pis pour l'amende de la ligne 3. Je pourrais décliner le jet de dés à l'infini, mais nous n'avons malheureusement que quelques minutes ensemble ce soir. Et on m'a dit d'arrêter l'addiction avec le jeu. Alors, parlons de ceux qui nous jettent des dés à tout va. Il y a d'un côté ceux qui nous sortent des les dés sont jetés, tu sais, Charles, en nous parlant d'une crypto assez obscure, ou plus sobrement du lancement d'un petit restaurant très branché bobo, qui vendra des coquillettes sans gluten à 15 € dans le 11e. Encore une fois, je pense à toi, Gaëtan. Et puis, il y a les plus pessimistes, ceux qui préfèrent nous lâcher des... De toute façon, les dés sont jetés à volo, des on est foutus à gogo, qui bien souvent ont du mal à vouloir changer les règles du jeu. Car oui, quoi de mieux que justifier un aller-retour en avion sur un week-end à Dubaï par des dés à jeter, n'est-ce pas, Emmanuel? L'usage de l'expression « les dés sont jetés » à outrance nous laisse alors retomber dans le fatalisme, une négation de notre libre arbitre, d'un destin qui nous écrase. Céder au désespoir, à la paresse de l'action, plutôt que lutter pour des idées. Alors quoi? À quoi bon lutter contre, je sais pas moi, la crise climatique, puisque les dés sont jetés? Et puis, tout aurait été fait au mieux, rassurons-nous. Les 6e B ont tout de même planté un arbre. La traduction hollandaise de l'expression « De Terling is geworpen », le goudron a été jeté, nous l'enseignons bien. Le goudron a été jeté, alors vous allez faire quoi? Coller vos mains sur la route? Déjà fait, bande d'éco-terroristes. Alors tant pis pour le climat. Je le conçois, c'est bien déprimant.
Devrions-nous résumer un simple jet de dés à un tant pis? Une résignation face à un futur incertain, incontrôlable? Ah. Je vous réponds tout de suite, non. Car je pense, ou plutôt j'espère, que jeter des dés n'est pas seulement de l'ordre d'un horizon d'attente, d'un futur un peu flou, un peu obscur, très angoissant. Il me semble au contraire que ce jugement ne saurait se faire uniquement en anticipation d'un futur non réalisé. Si Jules César s'était noyé dans le Rubicon, je doute que Suétone lui aurait attribué son célèbre Alea Iacta Est. Si nous connaissions à l'avance l'issue de l'élection présidentielle, Sciences Po Paris n'aurait pas organisé une énième conférence Les dés sont-ils jetés, économisant par ailleurs 1 heure, 58 minutes et 10 secondes de vie sociale. Dès lors, jeter les dés deviendrait une construction a posteriori, au service d'un récit que nous choisirions. Justifier notre inaction face à la crise climatique par des dés déjà jetés serait en ce sens hypocrite. Pire même, trompeur. Nous pouvons savoir dès à présent quand est-ce que ces dés auront véritablement été jetés. Peut-être il y a 10 ans, peut-être demain. Mais cela ne saurait nous excuser. Si ces dés étaient donc un outil de justification d'une trajectoire inévitable, nous pourrions les concevoir aussi comme accompagnant une destinée prodigieuse, un événement, un pari fou. La traversée des Alpes par Hannibal, la Commune de Paris de 1871, la découverte tragique de Levallois par les L3. Pire encore, celle de l'absence de cafétéria au Celsa. Je vois pas ce qu'elle fera ça au fond, bonjour. Elle vient dans cette construction quasi théâtrale remplacer le fameux « de tout temps les hommes ». Dois-je vous rappeler mon traumatisme de prépa? En un, et puis les dés furent jetés. Pour venir justifier des choix individuels. Elle vient ainsi les présenter comme produit d'un savant calcul, presque surhumain, que l'un aurait fait à un instant D. En ce sens, le geste se voit sacralisé, réenchanté. Il est réécrit, a posteriori, et devient donc le récit d'un parcours de vie marqué par quelques coups de dés. Alors quand Jules César franchit Rubicon, on lui fait dire son Alea Iacta Est qui en fait le fera devenir empereur. Ces quelques coups de dés nous offrent donc la possibilité soudaine de reprendre un contrôle sur nos actions, en décidant après coup de l'instant à partir duquel un bascule s'opérera. Quel bascule, nous n'en savons rien. Là est la part que nous décidons de remettre au destin. Kundera disait « Une fois ne compte pas, une fois c'est jamais. Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout. » Nous savons si cette bascule sera la bonne. Nous ne vivons qu'une seule version de cette vie. Ma vie aurait été-elle meilleure si je ne me tenais pas devant vous ce soir, à parler d'un sujet que je maîtrise à peine? Sans doute moins stressante en tout cas. Je ne pourrais vous dire aujourd'hui que ce moment sera celui qui marquera à jamais ma vie. Ma vie, de même que la vôtre, n'est qu'une ébauche écrite par à coup. Les conséquences de nos actions anticipent sans cesse leur déroulé. Nous faisons le choix d'écrire cette vie unique et dans ce processus narratif d'en faire une histoire à travers laquelle nous pouvons insérer notre Alea Iacta Est. Nous ne sommes finalement qu'une réécriture permanente de notre propre histoire. Je ne pense donc pas que nous puissions considérer que les dés sont réellement jetés. Cette phrase appartient à un passé décrit et écrit de nos mains. Il y a en cela quelque chose de rassurant. Rien n'est figé. Mais il y a surtout en cela quelque chose d'engageant, nous invitant à ne jamais renoncer, ne pas se résigner. Car finalement, si les dés étaient jetés, est-ce que Manuel Valls existerait? Je vous remercie. Deuxième candidate. Donc on n'est pas occupé à faire sa 6e teinture de la semaine. Elle vous en coûtera avec son engagement et sa détermination. Merci d'accueillir Émilie. Alors, je suis vraiment désolée de vous décevoir, mais au final, j'ai rien rédigé. Je veux vraiment pas que vous pensiez que je prends pas ce concours au sérieux. C'est pas du tout l'idée. En fait, c'est juste que la semaine dernière, j'ai jeté un coup d'œil à mon horoscope. Et on me disait que dans tous les cas, ça servait à rien d'essayer. Il n'y avait rien à faire. La chance me sourirait pas ce mois-ci. Et qu'il valait mieux de toute façon baisser les bras. J'avais pas les cartes en main. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai quand même décidé que je pouvais essayer d'écrire quelque chose. Mais la pression était de trop. Je ne trouvais pas les bons mots, j'avais peur pour mon ego. J'avais cette espèce de pression sur les épaules, cette petite voix dans la tête qui me chuchotait qu'une fois ce texte écrit,
l'exercice serait fini. Alors, je n'aurais plus mon mot à dire. Et qu'une fois que j'aurais choisi quoi vous raconter, alors les dés seraient jetés. J'ai quand même écrit quelque chose. C'était donc impossible pour moi de croire que la façon dont je vous délivrerai aujourd'hui ces mots aurait autant d'impact que le temps qu'il m'aura fallu pour les sélectionner, les polir, les allier. Je refuse de penser que si je vous parle fort, si je déclame ou si je vous chuchote quelques mots, cela aura le don de vous amadouer, de vous ensorceler, de vous faire oublier que ce que j'ai à dire ne sera jamais assez. Jamais assez beau, jamais assez percutant, jamais assez dans l'air du temps, jamais assez pour être source de changement. Alors, j'ai tourné en boucle les quelques termes français que j'ai l'habitude d'employer, je les ai fixés pendant des heures, en attendant d'avoir une illumination, en attendant d'y découvrir de nouveaux noms, de nouveaux sons, qui me donneraient le sentiment d'avoir encore un peu de sens à donner à cet acharnement. J'ai cherché longuement comment faire en sorte que mon discours change la donne, qu'il batte et redistribue les cartes, qu'il ait un impact, qu'il relance les dés plutôt que de simplement les observer. En effet, j'ai la fâcheuse tendance à rejeter tout ce qui me paraît figé. J'ai du mal à croire qu'un dé cassé, qu'un coup de poignet, une donne chanceuse ou que être bonne joueuse soit réellement ce qui doivent constituer mon sort. Les cartes nous sont distribuées bien avant la naissance et face à la balance, lorsqu'on me parle de coup du sort, j'entends le mal est fait. Si le sort en est jeté, que je ne peux rien y changer, si les jeux sont faits, je n'ai plus d'autre choix que de passer mon chemin. Et alors, le voilà. Le fatalisme. Cette anti-prise de risque qui me ronge le cœur et me lie les mains. Ce sentiment d'impuissance qui s'immisce en nos seins, qui arpente la société, qui continue de se propager, me glace le sang et me fait un peu désespérer. J'ai beau me pencher sur le sujet, essayer d'y raisonner, rien n'y fait. Les dés sont-ils jetés ? Cette question porte en elle le goût de l'inaction, l'odeur de la déception. Se demander si les dés ne seraient pas déjà jetés, c'est déjà jeter l'éponge, c'est s'octroyer le droit de douter de notre nécessité. S'octroyer le droit de se laisser aller, c'est s'épanouir dans l'oisiveté. C'est jouir du luxe de ne pas avoir à prendre les armes, vivre dans la paix et choisir quand rentrer sur le champ de bataille. C'est se demander s'il faut vraiment agir alors qu'on pourrait continuer à fermer les yeux. C'est décider qu'il n'y a rien à faire plutôt que de faire de son mieux. C'est regarder chaque problème de société et le traiter comme une variante, un hasard, et non plus une conséquence. C'est regarder chaque problème de société, les traiter comme une variante, un hasard, et non plus une conséquence. Les dés sont-ils jetés ? C'est la question de celui qui a le temps de se la poser. Pas entre deux guerres, ni entre deux viols, ni entre deux évictions ou de rafiaux perdus entre Maghreb et Occident. Les dés sont jetés, c'est un joli pansement sur une plaie pleine de sang. Enfin, je suis un peu injuste. Cette question est insidieuse et elle me colle à la peau. Peut-être que je la balaye du revers de main un peu trop tôt. Se demander si les dés ne seraient pas déjà jetés, c'est plutôt hésiter. Hésiter à divulguer des informations, des faits, retweeter des photos de conflits étrangers en se disant qu'on a fait ce qu'il fallait. C'est descendre manifester seulement lorsque la cause nous touche d'assez près. C'est vouloir aider, vouloir changer, vouloir sauver le monde que l'on voit s'écrouler, mais ne pas savoir par quel biais s'attaquer. Quelle bataille mener en premier, vers quel front se lever. C'est douter de son efficacité, tous les jours, constamment. Les dés sont-ils jetés ? C'est la terreur du militant. La terreur de ceux qui réalisent que l'on n'a plus le temps. C'est cette voix, une fois de plus, à l'arrière de ma tête qui répète « À quoi bon ?» La terre se meurt, les hommes aussi. Certains sont nés malchanceux, d'autres sont nés ici. Certains sont nés libres, d'autres sont nés femmes. Certains ont connu la richesse et d'autres les rouages des machines, le bonheur du travail. Cette question, c'est cette petite voix derrière ma tête qui me fait croire qu'on n'a pas de poids, pas de droit, qu'on est moins fort que les lois et encore moins que ça. Les dés sont jetés. Ils sont en l'air. La loi de Murphy est pourtant claire, tout ce qui monte doit redescendre. Et nous sommes dans l'attente. On suit la loi.
On regarde les dés se jeter contre la table du monde, s'écraser, se fracasser, avec tant de volonté, tant de dédain, tant d'impuissance, tant d'entrain. On laisse les dés rouler. Les jours passés. On reste inactif dans cette croyance d'impuissance, d'impunité. Se demander si les dés ne seraient pas déjà jetés, c'est nier les combats. C'est nier les morts et les efforts, nier les discours et les corps à corps, nier tout le sang versé pour renverser système et loi, domination et roi, toutes ces multitudes de premiers pas. Martin Luther King, Olympe de Gouges, Marx, ma foi, ceux qui cherchent à inventer leurs propres droits, leurs propres lois, ceux qui refusent de jouer avec ces règles-là. La loi du plus fort, le patriarcat, la méritocratie où l'exception fait foi, l'hétéronormativité, le validisme, le racisme. Si je ne peux pas lancer les dés, alors peut-être que dorénavant je ne les jouerai pas. Peut-être qu'attendre son tour, ce n'est pas toujours le meilleur moyen d'obtenir ce en quoi on croit. Surtout s'il y a un risque que notre tour n'arrive pas. Alors notre prochaine candidate aimerait jouer Estelle de Sarthe dans son fameux huis clos et c'est ce goût du risque qu'on aime chez elle. Merci d'accueillir Clara. Juillet 2023. Nous sommes dans une petite ville de province et le panneau de la mairie affiche un chiffre inquiétant. 45 degrés, c'est la température moyenne qui traverse la France. Un record qui dépasse de 1,5 degré la moyenne mondiale. Serait-ce une fin de partie pour le climat? Les dés sont-ils jetés? Réponse en images avec notre envoyé spécial. Il est samedi soir, je suis face à ma télévision, j'ai 20 ans et je regarde le JT. Oui, ma vie est palpitante. Des images défilent sur mon écran. Ces images, je ne pensais pas les voir ailleurs que dans mon vieux manuel de géographie. Des feux de forêt sur des kilomètres, des glaciers qui s'effondrent, une nouvelle planète plastique. Vous savez, cette planète qu'on voyait sur nos manuels de collège, cette planète qu'on voyait sur nos manuels de collège quand on avait 15 ans, mais qui était la dernière de nos préoccupations. Eh bien moi, aujourd'hui, à l'aube de ma 20e année, alors que ma conscience doucement s'éveille et que mon ignorance silencieusement sommeille, mes préoccupations ont changé de forme. Les graines de mon inconscience ne sont plus que les braises de mon insouciance. Greta Thunberg avait raison. How dare you? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides, disait-elle. Oui, moi aussi mon enfance a été volée, car on m'a dit de pas m'inquiéter. On m'a dit des mots vides comme « tu verras bien, t'as le temps d'y penser, ne t'en fais pas, le hasard fait bien les choses ». Et pourtant, à 20 ans, j'ai le sentiment qu'il est déjà trop tard. J'entre à présent dans ce nouvel âge vivace et pourtant je nage dans un océan d'angoisse. L'écologie, les crises, les guerres, les lendemains. C'est vrai quoi, 20 ans, comme le dit si bien Aznavour, c'est l'âge où l'on caresse le temps et l'on joue de la vie. Et pourtant j'ai l'impression que mon avenir est déclenché, qu'il est déjà tout déterminé, que je n'ai rien à découvrir, que mes pensées sont débordées et que je vais juste dépérir. Ces dés, ont-ils le droit de décider pour moi? Ai-je mon mot à dire? De plus en plus, je commence à me dire que je suis foutue et que dans la vie, à un moment, il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors mes angoisses s'accroissent et mes pensées se bousculent. J'ai loupé Normal Sup. Je ne pourrai donc plus jamais continuer à traduire les vers d'Horace. Pire, me voilà à présent en communication. Ma vie est choisie, mon destin est vain. J'ai donc besoin qu'on me dise ce qui va se passer demain. Oh, dites-moi, Madame Irma, qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, dans vos cartes ou dans votre mare de café? Regardez les lignes de ma main et dites-moi quel est mon destin. Vous savez, j'ai vraiment peur que bien souvent, on arrive à un point de non-retour, que ce qui est lancé, c'est juste un compte à rebours et que les choix que je fais ne soient que trop lourds, alors voilà. J'appelle au secours. Vous aurez, mademoiselle, une vie assez longue et stable. Je vois en effet que vous finirez vos études, puis vous travaillerez, vous fonderez une famille. Vous aurez une trajectoire qui ne marquera pas l'histoire. Vous n'aurez pas une vie glorieuse, mais vous aurez une vie heureuse. Et puis vous... Stop. Non.
Je ne veux pas savoir. C'est à moi de décider. J'emmerde Madame Irma et ses prédictions foireuses. Je refuse d'accepter avec faiblesse et paresse à quoi ressemblera ma vieillesse. Je refuse d'accepter mon sort. Alors je claque la porte du cabinet avec 50 balles en moins dans mon porte-monnaie. Je rentre chez moi sans réponse. Moi, aujourd'hui, à l'aube de ma 20e année, alors que ma conscience doucement s'éveille et que mon ignorance silencieusement sommeille, j'ai peur. Je médite donc sur le dé. C'est tout de même fou de penser que ce facétieux petit cube à 6 faces tachetées de petits points noirs puisse décider d'une trajectoire. Alors je m'y essaye. Bon, il faut vraiment que je termine cet exposé de cycle pour demain, mais il est 2h du matin. De toute façon, c'est un peu vain. Bon, et si je fais 4, j'arrête de bosser et on verra bien ce que ça donnera. Et si je fais 6, je bosse toute la nuit pour rendre un truc super. 5. 5. C'est plus proche de 4 que de 6, non? Bon, il vaut mieux que j'aille me coucher. À ce moment-là, je compris que depuis le début, je jouais contre un adversaire redoutable. Le hasard et sa capacité à nous pousser à la résignation. Au fond, se penser déterminé, n'est-ce pas se masquer sa responsabilité? Alors, perdu dans le flot de mes pensées, je repense aux précieuses paroles d'un célèbre scribe égyptien. Il disait en effet que c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Et que ce sont ces hasards qui l'ont poussé à considérer sa vie d'une manière singulière. C'est ce qui l'a poussé à dire un jour, « Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. » Le protagoniste d'Astérix et Obélix avait donc raison. Aucune situation n'est bonne ou mauvaise, car au fond, les hasards, qui nous tombent dessus de façon un peu imprévue, je vous l'accorde, ne sont-ils pas que des opportunités à saisir? Et puis même si les dés sont jetés à un moment, rien ne nous empêche de décider de l'issue de la partie. C'est vrai, ce n'est pas parce que notre lancer de dés est mauvais qu'on ne peut pas devenir de sacrés bons petits capitalistes pendant la soirée de Monopoly. Et puis tenez, en me présentant à vous tout à l'heure, je suis arrivée sur cette estrade, j'ai balayé la salle du regard et je vous ai vu. Vous. Vous avez bâillé, vous, en me voyant arriver. Vous étiez affalé tel un adolescent lassé de ma prestation alors qu'elle n'avait même pas encore débuté. Ne riez pas, vous, parce que vous aussi je vous ai vu. J'ai vu votre page Tinder se refléter sur vos lunettes pendant les premiers mots de ma causerie. Et puis vous, et alors vous, les paupières fermées et les commissures déclinées, vous n'avez même pas respecté les premiers mots de mon exposé. J'avais exactement cette impression en vous voyant. L'impression des déjetés. L'impression que mon discours n'aurait aucun effet et que la salle doucement s'endormirait. Et pourtant, je suis toujours là devant vous, à déblatérer pour le bonheur des uns et le malheur des autres. C'eût été une folie d'abandonner juste parce que quelque chose n'était pas allé dans la direction souhaitée. Vivre, c'est apprendre à jouer autant que c'est apprendre à perdre, n'est-ce pas? Alors, Madame Irma, permettez-moi de vous faire une prédiction toute personnalisée. Si jamais les dés sont un jour jetés, ce sera de ma propre main. Ni aucun Jules, ni aucun César ne dira jamais « Alea iacta est » pour moi. Je condamne fermement votre déterminisme, qui n'est que la mort du comment et du pourquoi, du peut-être et du j'y crois. Cher public, cher jury, chers amis, moi, aujourd'hui, à l'aube de ma 20e année, alors que ma conscience doucement s'éveille et que mon ignorance silencieusement sommeille, je n'ai plus peur. Car les dés sont peut-être jetés, mais la partie, elle, n'est pas encore finie. Pour la dernière candidate femme, après s'être accidentellement inscrite à un cours de rhétorique et ayant déjà époustouflé le public l'année dernière, elle revient encore plus forte cette année. Merci d'accueillir Olga. C'était un lundi après l'école. J'ai 8 ans, il est 17h et je suis assise sur la table de la cuisine. Sur la main droite, la confiture coule de la tartine à mes doigts, ou l'inverse, je ne sais pas, et dans la main gauche se trouve mon bol de chocolat. Alors que tout semblait se passer pour le mieux, moi, affairée à la cérémonie du goûter, et ma mère découpant des carottes en petits dés, je me sentais
dévastée. C'était ce genre de gros chagrin qui vous prend à la gorge, vous lacère le ventre et vous pique les yeux. J'ai lâché ma tartine et j'ai dit « Maman, je n'ai jamais aimé mon prénom. » Je lui raconte alors mon malheur de ne pas être une Chloé, une Emma ou une Valentine, comme les jolies filles de ma classe. Je lui raconte que les princesses, elles s'appellent Sarah, Sophie, Victoria, mais pas comme moi. Je lui raconte qu'être une Olga, c'est pas facile à porter. Ça m'étrique comme des chaussures trop petites, ça me gratte comme un pull en laine, ça me gêne comme une étiquette mal coupée. Ce à quoi elle m'a répondu que je devais être fière, car je portais le prénom de mon arrière-grand-mère. La belle affaire. Me voici désormais, du haut de mes 8 ans, érigée en épitaphe vivante d'un marbre de choix, dernière rescapée d'une espèce en voie de disparition. Oui, j'ai vérifié, l'âge moyen des Olga est de 93 ans. Alors autant vous dire qu'on n'en a plus pour très longtemps. Et puis, ça veut dire quoi qu'un prénom vous va bien? C'est beaucoup de compliments pour quelque chose auquel on ne peut rien. Vous pourriez aussi bien flatter mes pieds, me dire que 37 est une pointure qui me va très bien. D'ailleurs, voici ma carte d'identité. Et ce qui me chagrine sur ce petit document de 10 sur 7 cm, ce sont ces 4 petites lettres que j'appelle mon prénom. Ou plutôt c'est lui qui m'appelle, me désigne, me nomme. Comprenez ma colère. 4 lettres pour définir quelqu'un, c'est un peu traître. Marie-Hélène, Gwendoline, Bérangère, voilà des prénoms qui ont de l'ampleur, de la prestance, une dignité par la longueur. Les pauvres 4 lettres, toutes rondes, courbées, entortillées les unes aux autres. De loin, elles ont l'air d'un gribouillage abstrait, et quand je les regarde d'un peu plus près, non plus elles gribouillent, mais elles grouillent et jouent des coudes pour dépasser la précédente. Je les voyais un peu comme 4 petits personnages agaçants. Le O, qui fait la moue, roule sur lui-même et manque de grâce. Le L est plus classique. Il manque de caractère et coule parmi les autres sonorités. Quant au G, il sonne à mon oreille comme quelqu'un qui s'étouffe, comme si on devait lui taper un grand coup dans le dos pour qu'il puisse déglutir. Enfin le A est pour moi une espèce de coquetterie féminine qui fait des courbettes mais trébuche en faisant la révérence. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est qu'un autre prénom avait été choisi pour moi. Un que j'ai toujours trouvé plus beau, que comme un petit trésor, j'étais résignée à garder dans une boîte scellée. Ce prénom m'a été enlevé, avant même ma naissance, par un monstre sans visage, la peur. Ce même monstre sournois qui avait dérobé le prénom de ma grand-mère pour éviter de se faire remarquer pendant la guerre. Cette créature de cauchemar au crime vif a échangé mon prénom car il faisait à l'origine un peu trop juif. Me voilà donc dès la petite enfance sous couverture. Je dissimule une identité qui dérange, un prénom de contrebande, et me déguise avec un nom qui n'aiguisera pas les soupçons. J'ai appris plus tard que selon une légende russe, Olga est la plus petite des matrioshkas. Vous savez, ces petites poupées russes qui s'emboîtent les unes aux autres? Eh bien, il y a Irina, Ivanka, Natalia, Natacha, et puis moi. Dissimulée par toutes les autres et ne dissimulant personne, la seule poupée de bois qui ne s'ouvre pas. Le monstre de peur, ayant craint l'antisémitisme, m'a dissimulée dans un prénom cercueil, fait non pas de 4 planches de bois, mais de 4 poupées, pas plus grandes que ça. Et inconsolable d'être tapie dans la peur de plusieurs générations, j'ai traîné ces 4 lettres jusqu'à mes 20 ans. Cet hiver-là, nous visitions la République tchèque avec mes parents, et nous nous sommes retrouvés dans une ancienne synagogue devenue mémorial. Et pour la première fois devant mes yeux, mon prénom, écrit des centaines de fois. Ces 4 lettres qui m'ont agacée pendant 2 décennies étaient juste devant moi, gravées dans les murs. Toutes ces femmes, n'ayant plus d'autre sépulture après qu'un dictateur ait jeté en pâture les dés de leur vie. Ces 4 lettres, c'est tout ce qui reste d'elles.
Et en sortant du musée, c'est comme si mon prénom, autrefois éponge évidée, c'était de sens gorgé. J'allais désormais insuffler de la vie à cette identité, la porter avec fierté pour ses déportés. Je n'ai jamais aimé mon prénom. Mais puisque les dés sont jetés, alors soit, je m'y soumets. Maman, merci pour ce prénom. Je suis fière d'être une Olga pour plein de raisons, et je garde précieusement mon premier prénom pour la prochaine génération. On l'a choisi parce qu'il choisit plus, parce qu'il bosse plus ses textes que ses partiels. Merci d'accueillir Nathan. Cette fille me plaisait. Mais au moment de lui dire à travers le combiné, j'ai stressé, paniqué. J'ai réfléchi à ce que tout cela allait impliquer. Et j'ai menti. En bref, j'ai déclaré aimer son ami. Et encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui m'a pris. Et pourtant, on a continué jusqu'à cet été à se tourner autour. J'ai cru ressentir, pour la première fois peut-être, de l'amour. Mais j'ai pensé qu'elle n'avait pas de sentiments, alors je lui ai dit « Tu me plais ». Ce n'est pas réciproque, je sais, mais il fallait que je l'extériorise. Alors à elle de me dire, à ma grande surprise, « Tu me plaisais aussi, Nathan Guy ». Et pour ça, j'ai pleuré cet été, et cette fois-là où tu m'as appelé, j'ai l'impression que plus on se fréquente, plus on se plaît. Mais c'est passé. C'est la vie, on aurait pu vivre une belle histoire à Paris, et puis elle a aussi rencontré un autre garçon. Sûrement quelqu'un de beaucoup moins stupide et con. Et quand elle m'a dit ça lors de cet appel, je me suis pris mon premier coup de téléphone. Ça a ouvert une plaie profonde, et si elle a dû goûter 2 fois le fond de teint aujourd'hui, elle a choisi d'écouter le fond de son cœur. Et pour moi c'est difficile, mais si elle me dit que son désir un peu persiste, c'est comme une étincelle, je le sens, c'est volatile. Sa décision a été prise, elle a jeté les dés et moi l'éponge, et je regarde ce nouvel endroit dans lequel m'ont entraîné mes mensonges. C'est trop tard. Je vois l'avenir, il ne peut plus être arrêté, je le vois surtout disparaître dans le passé. C'est pour ça que je me sens encore imparfait. En bref, j'ai loupé le délai et elle n'a plus le désir. Alors, je dois tout remettre à plat, sinon je me desserre d'entrée et je me déchire et je vois mon sang couler sur ses dés. Désormais rouge pastel, et quand je parle d'elle, à voix haute ou par tel, je suis encore lasse, avec une part d'elle, déprimant de voir la vitesse à laquelle les heures passent, telles des mois, et je devrais plutôt me concentrer sur les partiels. Alors, je laisserai cette histoire à la maison, ce mythologie. Pendant 1 an, je n'ai pas compris ses signes, aujourd'hui elle veut que je parte. Peut-être que c'est mieux comme ça. Et c'est la vie, le jeu avec les vrais dés, même si mes dés faux n'ont pas aidé. Et si je suis déçu, j'ai compris que ce qui s'est passé avec cette fille ne pouvait plus être changé depuis longtemps, que la fin s'était dessinée même au début. À chaque fois, l'avenir est tracé. Je suis même persuadé que lorsque l'on naît, le décès. Et c'est comme ça. On n'y peut rien devant le miroir, je me dis que personne n'ose penser qu'on est capable de se passer dès de se dépasser. Je suis convaincu d'une chose, les dés sont jetés. Ce serait idiot en étant dispersé de penser que la situation peut se renverser, cela est vain. Ancré en moi, j'ai le sentiment que rien de tout ce que je fais peut changer les choses. Attendez, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, le miroir vient, je crois, d'inverser mes pensées. Oui, c'est ça, je reprends. Ce que je fais peut changer les choses. Ancré en moi, j'ai le sentiment que rien de tout cela est vain. La situation peut se renverser. Ce serait idiot en étant dispersé de penser que les dés sont jetés. Je suis convaincu d'une chose, on est capable de se passer dès de se dépasser. Personne n'ose penser que devant le miroir, je me dis que c'est comme ça. On n'y peut rien. Alors je le dis, papa, maman, je m'en veux d'avoir jeté à maintes reprises, en même temps que les dés, quelques journées, quelques semaines, et un peu de mois, d'avoir pourri vos nuits de cauchemar, d'avoir forcé sur la boisson, titubé dans le noir, mis les pieds au bord du pont, de ne plus avoir voulu y croire. Désolé d'en être devenu malade à chercher ce médicament magique qui, soi-disant, change le cours des choses, transforme le futur, inverse les effets et les causes. Oui, si le contrôle du destin est utopique, ne pas s'y soumettre s'impose. Alors oui, je sais que la peur du futur fait que dans votre tête, tout est noir, tout est sombre, tout est dur, mais vous pouvez trouver de l'espoir même, tapis derrière une ombre ou caché derrière un mur. Je t'en prie, ne cherche pas à savoir ce qui va se passer, ce qui va rater. Cherche juste à être. J'aimerais te rappeler que nous ne sommes que les élèves de la vie, pas ses maîtres. Et puis, s'en remettre à l'inévitable pour tout. C'est parfois une excuse pour ne pas agir, c'est facile de rejeter la faute tout le temps sur l'avenir, non? Peut-être
qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui se renouvelle chaque instant. Bien sûr, l'avenir n'est pas rose et crée de la peine, mais sois-en persuadé, tu n'es pas une poupée, et puis je ne pense pas que tu veux être Barbie, même si peut-être tu veux Ken. Et oui, je le sais que c'est dur, mais pour vous éviter d'avoir les boules, j'aimerais pénétrer dans vos esprits, et si un jour tu diverges, j'aimerais que tu restes en orbite pour t'agripper à tes proches, qui sont comme des étoiles. Ça t'évitera sûrement d'être de mauvais poils. Et si mes jeux de mots sont un peu tirés par les cheveux, si ça t'étouffe, excuse-moi, mais c'est un peu le motif de leur utilisation. J'essaie simplement de rendre les choses plus légères pour, au contraire, donner du poids à ce que je dis. Peut-être bien que ce qui va se passer ne peut plus être changé, mais je crois que ce qui se dit peut tout de même tisser des ailes aux esprits, faisant de l'instant présent une mélodie éternelle dans le concert du temps. Alors, pour vous convaincre, je ne veux pas utiliser de grands mots dans ce concours, mais des petits qui, j'espère, assemblés, forment un grand discours. L'art est public. Alors, pour ne pas que la situation pour toi empire, j'utilise la rhétorique. Et si je suis l'allure du BPM, c'est que je veux parler au rythme de vos cœurs, parce que lorsque je mate l'électrocardiogramme de notre génération, je vois que le pouls faiblit. Je vous entends dire, à quoi sert-il de se mettre en danger si ce qui va se passer demain ne peut plus être changé? Mais ne pas finir ce que tu pourrais faire, c'est juste naze. C'est jeter toutes les bases, c'est comme si là je finissais pas ma... C'est dommage, même si ce n'est pas gravissime. Et si une image vaut 1000 mots pour que tu comprennes, ce n'est plus un discours que je veux faire, mais c'est un film. Et un film d'action, car je veux que tu te battes. Peu importe que les choses soient inévitables, irréversibles ou inchangeables. Garde la tête froide, même si t'en gèles. Peut-être que, pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Elle a raison. Oublions que nous ne sommes que des humains et arrêtons de nous mettre la pression quand ces dés sont lancés, pour éviter de tomber dans la dépression à chacune de nos pensées. N'ayez pas à vous en faire, et si la quête du paradis vous fait passer par l'enfer, cherchez tout de même à rester vous, pas un oiseau dans une cage que l'on enferme. Restez des personnes créatives, des personnes qui doutent mais qui savent que les rêves à travers les cœurs se réalisent. Alors personnellement, à l'horizon, je n'ai plus envie d'échouer sur la plage horaire. Alors je me jette à l'eau, et même si parfois en cours je sèche, je me donne dans tout ce que je fais malgré ce que je suis. Quoi qu'il en soit, si le sort en est jeté, ce n'est pas à toi de te jeter en l'air. Si le décor est aléatoire comme une roulette, alors roule-toi. Si ta vie est enregistrée comme une cassette, alors casse-toi. Si ton corps est contrôlé comme un pantin, alors... Non. Peut-être pas. Et j'aimerais tant et si bien que vous en reteniez l'important, et si tant est que tantôt je disais que l'avenir n'est pas inattendu, que l'attente du futur chez certains est tendue. Détendons-nous. Tendons nos verres, prétendons que c'est entendu. Tentons de ne plus nous prendre la tête à toute heure, non, et vivons main dans la main avec celui que l'on appelle notre destin. Car il peut être pleinement vécu. Alors, ne pas abandonner, on le doit. Et même si tu n'es pas sûr de ça, utilise ce prétexte pour aller au bout de tes rêves, plutôt que de les avoir au bout de tes doigts. Mais ce qui m'attriste tout de même, c'est que ces dés, je crois que personne parmi vous a tenté de les défaire pour les examiner. Et ça, je ne peux m'en résoudre. Car je suis certain que tous les dés jetés, en vérité, sont tous des dés à coudre. Et je pense qu'il y a même une infinité de coups qu'on ne contrôle pas parce qu'ils sont fourbes. Et l'un d'eux, il me semble, se fait appeler le coup de foudre. Et j'aimerais l'essayer, mais je ne sais même plus où j'ai laissé mes dés. Ils ne sont sûrement pas bien lents, peut-être sous l'un de ces strapontins là, sous vos pieds. Et pour que ça en jette, je souhaite que vous me tendiez une petite fois la main pour... Enfin, pour m'aider. Enfin... On en arrive au dernier candidat. Il est au CELSA par ego après s'être fait refuser une première fois. Il nous fait l'honneur de s'essayer à son premier concours d'éloquence. Merci d'accueillir Thibaut. Soyons optimistes. Ça y est, le chrono est lancé. La salle est en attente. Silencieuse. Craintive d'une potentielle gêne, du malaise possible que peut créer celui qui passe. Bientôt, bien sûr, elle sera en extase. Soyons optimistes. Mais les dés sont jetés. Le chrono est lancé. Rien ne peut prédire ce qui va arriver. Ma diction sera-t-elle au niveau de mes répétitions?
Et mes répétitions me permettront-elles d'éviter la répétition des mots difficiles à dire sans une bonne diction? Mais disons, sans reprendre de dicton, et non sans friction, que ça devrait aller pour moi. Soyons optimistes. Oui, ne soyons pas fatalistes et posons-nous la bonne question. Les dés sont-ils jetés? En tout cas, moi j'ai pu, bien des fois, m'amuser à les jeter, à me lancer corps et âme dans des projets avec ou sans grandes envergures, bien loin des piqûres. Je dévorais le risque qui m'a fait goûter à la liberté. J'avais comme idéal un monde sans entrave, où chacune de nos actions conséquemment nous rendait libres. Dans cette optique-là, mais au fur et à mesure de mes pérégrinations, de mes réflexions quant à notre sujet, peu à peu, lentement, progressivement, je me détache de cette vision. Une vision où nous lançons nos propres dés, où nous faisons le choix de rejouer, où nous ne tenons pas compte des essais, mais simplement du résultat. Que quand bien même nous perdons, nous avons été libres de le faire. Dans cette optique-là, les dés n'étaient jamais définitivement jetés, mais récupérés, recyclés, réutilisés pour mieux les relancer. Mais finalement, non. Car dire que les dés sont jetés, c'est penser que le futur n'est plus de notre ressort. C'est affirmer que le destin n'est plus entre nos mains, que malgré tous nos efforts, il faut juste s'en remettre à demain. Se demander s'ils sont jetés, c'est vouloir savoir si ce n'est pas déjà trop tard. C'est l'hypothétique si avec lequel on refait le monde. Jeter les dés, c'est jouer le futur. C'est donc également accepter de vivre avec des regrets. Mais qui jette les dés? Qui s'inquiète de comment ils vont retomber? Je vais vous dire quelque chose, c'est le but. Je pense que les dés sont par essence politiques. Car même si chacun peut prendre des risques, on ne risque pas tous la même chose. Ah, c'est un jeu bien contextuel que de lancer un dé. Les enjeux ne sont pas pareils selon notre place dans la société. Oui, pour moi la vie est un grand pari, divisé en deux rives. Et par Dieu, parfois, c'est jusque sur les parvis que l'on voit allonger sans vie ceux à qui la vie n'a pas ri. Lui-même sourit, et on passe sous vide devant ces corps informes, devenus presque souris sous nos pas conformes. Mais pourtant, si l'on s'en approche, ils n'ont qu'un sourire à nous prédire. Eux qui mendient, eux qui m'envient, et nous mentons, avides d'un sou, proches de nos gains, nous fuyons sans perte, face à ceux qui ont tout perdu. Ah non, j'ai rien, désolé. Ou mieux encore, non. Ou pire encore. Comment se fait-ce que nous l'ayons tous vécu? Pourquoi les gens donnent plus à ceux qui montrent leurs fesses sur les réseaux qu'à ceux qui vivent dans la rue? Ah oui, c'est le plus vieux métier du monde que de vendre son cul. Et non, tout cela aussi je le déplore. Quand, afin d'éviter la mort, il faille donner son corps, ça devient politique. Quand les dés affichent la misère, qu'on a pour seule carte joker, le fait de solder sa chair aux enchères, ça devient politique. Vous pouvez penser que je m'égare. Croyez-le, ce n'est pas un hasard. Je ne cherche pas à vous émouvoir, mais simplement à pointer du doigt ce que tout le monde sait tout bas. Car si certains n'ont droit qu'à un seul lancer de dés, d'autres ont assez de blé pour continuer à miser encore et encore. D'accord? Nos dirigeants seraient-ils des froussards? Et ce n'est pas pour vous froisser que je parle de ceux qui nous gouvernent et qui se démènent à nous faire croire que les dés ne seront jamais jetés, ni même pipés. Référendum, manifestation, élection! 49.3. Eux ne cesseront jamais de jeter les dés tant qu'on n'aura pas jeté l'éponge. Et je vous rassure, je ne suis pas complotiste. Non. Tout cela, je nous l'accuse. Car c'est aussi nous qui jetons les dés. C'est nous qui les élisons. Voilà pourquoi je reste optimiste. Pour reprendre le cours de ma pensée, je vous parlais entre deux rimes de deux rives opposées. Celle pour qui la vie est un long fleuve tranquille, et celle pour qui vivre est devenu si fatal que ça en devient presque futile. Mais ne vous méprenez pas, tout n'est pas manichéen, bien sûr. Non, mais toujours face à l'échec, on se dit qu'il maniquait, hein, c'est sûr. Non, quand je parle de ces gens-là, je parle du hasard de la vie. De ceux qui, pour d'emblée, ce n'était pas donné. Mais aussi de ceux qui ont tout tenté et qui n'ont pas brillé. Il y a ceux qui misent bien, et ceux qui échouent. Et parfois, il y a ceux qui sont forcés de miser. Eux, ils s'échouent. Oui, tout le monde peut jeter un dé. Mais la forme du dé, elle, peut varier. Les humains ne sont pas égaux, non. Du moins, leurs dés ne sont pas les mêmes. Plus que politiques, les dés sont génétiques. Des 12 faces du dodécaèdre aux 100 possibilités du zodièdre, c'est sur la roulette de la vie.
que c'est sur la roulette de la vie que... Merde. C'est sur la roulette de la vie qu'on doit espérer faire bonne pioche. Oui, j'avais préparé, révisé les noms des phases de dés, mais c'est tombé à l'eau. Dans cette matrice de l'aléatoire, celle qui rit de nos espoirs, il y a ceux qui n'ont pas une pièce pour jouer rapide ou face. Il y a ceux qui naissent dans une prison à ciel ouvert, qui ont pour nuage des boules de fer. Il y a ceux qui meurent par le sel, sous mer. Sur les canaux, leur avenir n'était pas que beau. Mais restons optimistes. Non, sans tomber dans l'idéalisme d'un humanisme naïf, j'aimerais croire que ceux qui peuvent se permettre de miser sur le futur partagent le gâteau de l'avenir avec nous, qu'il soit d'en haut, du milieu ou d'en bas, qu'il soit sur le grand échiquier de la vie ou dans la course du jeu de loi. C'est toujours sur ce même plateau que, carte sur table, on se doit de faire jeu de société. Et comme disait Mallarmé, un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Alors, si le hasard fait bien les choses, voyons les choses ratées comme des choses pas encore réussies. Je suis optimiste. Merci. Merci à toutes et à tous, merci aux candidats, merci d'avoir écouté. On va prendre, je pense, 15 minutes, 10-15 minutes de pause pour que les jurys puissent délibérer. Je vais d'ailleurs demander au jury de suivre Thaïs et Lucas qui sont pas encore au courant. Hop, et vous pouvez rester dans la cour, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez fumer dans la cour, donc pas besoin de sortir dehors. Et on se rejoint dans 10 minutes, partez pas. Alors, déjà on tenait à tous vous remercier d'être venus ici ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir autant de monde. Merci d'avoir soutenu vos candidats. Merci aux candidats d'avoir participé à ce concours d'éloquence. C'est vrai que... Et ils ont déjà dû faire face à une phase d'élimination sur le thème du goût du risque. Et j'aimerais aussi remercier les candidats qui n'ont pas été sélectionnés mais qui ont tous été aussi bons les uns que les autres. On aimerait remercier le studio qui a filmé et pris en photo... remercier Pascal Froissart pour nous avoir accordé 1 heure. Enfin, on aimerait aussi évidemment remercier l'équipe culturiste. Au deuxième rang, voilà, vous pouvez faire coucou. Voilà. Sur plusieurs mois et c'était incroyable de partager ça avec vous, pardon. Et du coup, je remercie les jurys aussi de ce soir. Merci d'avoir accepté de participer à tout ça et merci à vous maintenant à vous la parole pour donner le prix du meilleur espoir et du vainqueur. On s'est permis une incartade, comme l'année dernière. Il y aura cette année 8 espoirs. Non. Il y aura 2 espoirs et un grand gagnant. Donc encore plus de déception pour les autres. Et aussi on a choisi par des notes qu'on a additionnées à la fin. Donc on n'a pas choisi par nom, mais on a fait des notes. On aime les maths.
Bravo à toutes les personnes qui ont participé. Sans plus attendre, du coup, on va annoncer la personne qui a gagné le concours d'éloquence. Meilleur sport d'abord. Ah oui. Je me croyais, j'ai oublié, c'était un peu style Miss France. Ok, donc le meilleur espoir, le deuxième du coup. On fait vraiment troisième dauphine, tout ça. Ok. Allez, le second meilleur espoir parce que un c'était trop peu. Et Thibaut. Et le meilleur espoir est donc Clara. C'était vraiment à un cheveu avec notre gagnant, donc maintenant je peux. Notre gagnant qui est Arnaud. C'est un moment qui n'est absolument pas gênant. Non, alors je voulais juste annoncer donc le prix des fameux gagnants. Ah oui. Donc, le gagnant voilà, remporte 5 places duo pour les cinémas indépendants parisiens. Ainsi qu'une carte Paris Musée. La cerise sur le gâteau, notre gagnant remporte la possibilité de faire une chronique chez Comer. C'est un ancien de chez Comer, il connaît bien. Et donc nos deux meilleurs espoirs remportent eux aussi 5 places duo pour les cinémas indépendants. Et maintenant, on va laisser la parole à nos chers jurys s'ils veulent un petit peu parler du sujet ou du concours d'éloquence en général. Moi, je voulais pas spécialement parler du sujet, mais plus parler individuellement, si c'est possible, de ce que j'ai pensé de la prestation de chacun. Je trouve ça assez important de souligner ce que chacun a pu faire. Sachant que j'ai déjà participé à des concours d'éloquence, donc je sais que quand on en fait, c'est aussi important d'avoir un retour sur ce qui a été dit. Donc, très brièvement, pour ceux du coup, Arnaud, félicitations. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour. Moi, j'ai noté principalement l'humour, mais il y avait aussi beaucoup de jeux de mots avec les dés, justement. Donc, je trouvais que c'était très fort. J'avais noté dés de nos pulsions. J'ai bien aimé la référence Blazar. Donc, j'ai trouvé assez fort. Très rapidement, j'essaie de faire très vite. Gaëtan, je trouvais que c'était bien, il y avait des tonalités qui étaient différentes. Bien sûr. Je trouvais qu'il y avait ce jeu entre les deux personnages et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller dans le côté théâtral. Et ça, je trouvais que c'était remarquable, donc bravo à toi. Bravo. D'humour aussi, il y avait pas mal de références avec l'actualité. Je trouvais qu'il y avait aussi un échange avec le public. J'ai trouvé aussi qu'il y avait
C'est ma essai. Ah oui, pardon. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de gestes. Finalement, je trouve que les gestes avec les mains, c'est assez important. De parler avec les deux mains et aussi le regard et de regarder le public. Je trouve que c'est assez important. Élise, je trouve que j'ai bien aimé en fait les notes qui étaient prises. La notion avec l'astrologie, c'était un discours qui a été engagé et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, bravo à toi. Clara, j'ai beaucoup aimé. Je suis désolée, j'espère que je prends pas trop de temps. Un peu, mais vas-y, t'inquiète. Je peux plus t'arrêter là. Ok, bon bah sinon je ferai ça après, mais je trouve ça vraiment important de le faire pour chaque parcelle. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup déjà à Culturiste, bravo à tous. Et alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de traumatisés de la prépa dans cette salle. Et comme je suis d'un naturel sadique, je vais remuer le couteau dans la plaie et vous parler un tout petit peu de grammaire et de littérature. Alors, et en relation avec le sujet. Alors déjà, vous avez vu, les dés sont-ils jetés? C'est une interrogation. Alors une interrogation, ça veut dire qu'on va défiger une expression qui finalement est codée, qui est codée dans la doxa, et on va finalement la remettre en question. Donc ça, c'est quand même intéressant. L'interrogation, ça suspend la valeur de vérité du propos. Mais c'est peut-être justement dans cette suspension qu'éclot la liberté d'action. Et puis, c'est une question qui est tout de même un tout petit peu orientée. Elle récuse d'une certaine façon le oui univoque, parce que si on dit oui, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, ce qui revient à peu près à la même chose, parce que dire, c'est tout de même faire. Et s'il n'y a plus rien à dire, il n'y a pas de concours d'éloquence. Donc déjà, on ne peut pas dire simplement oui. Bon. Donc une question tout de même un petit peu orientée. Et alors une deuxième chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que l'énoncé relève d'une ambiguïté en grammaire entre une construction, oui, ça vous rappelle de mauvais souvenirs, avec verbe être plus attribut, ou d'une construction passive, qui donne lieu à deux interprétations différentes. Soit on considère que c'est un verbe être plus un attribut, et l'interprétation c'est résultatif, on se concentre sur le résultat, soit on considère que c'est un verbe au passif, et à ce moment-là, on se concentre plutôt sur l'acte lui-même. Mais les dés sont jetés par qui hein? Et donc par qui? Par le destin. Donc certains candidats l'ont très justement abordé. Si on a, cette construction, elle invite à relire le passif, à réentendre cette construction passive qui normalement permet d'occulter l'agent, mais qui justement va permettre d'essayer de restituer cet agent. Alors est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est, ça peut être un ami contre lequel il va falloir se battre ou avec lequel il va falloir œuvrer de concert? Donc finalement on rejoint la liberté d'action. Et dernier point, et après personne n'a rien dit. Comme je l'ai entendu très justement, qui lance les dés, qui a joué ces dés, ça peut être moi aussi. Et dans certains cas, je regardais des relevés dans l'éducation sentimentale, oui, pardon, traumatisé par prépa. Et il y a un dialogue où on a un personnage qui dit « ça y est, le sort en est jeté », presque l'idée, et c'est une affaire de séduction, il décide que c'est bon, il va aller embrasser la dame et que ça y est, il va y aller. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, et par ce biais-là, les dés sont jetés peut se réconcilier avec la liberté d'action quand, lorsque l'on dit « les dés sont jetés », signifie en réalité « je me suis jeté à l'eau ». Alors vous voyez, on en revient finalement à l'origine, parce qu'au départ, Aléa Jacta Est, il s'agit bien de l'histoire d'un type qui s'est jeté à l'eau, celle du Rubicon, mais bon, c'est à peu près ce sens-là. Voilà, donc peut-être, finalement, il peut y avoir une conciliation avec la liberté d'action. Alors, dans la droite ligne de ce qu'a dit ma collègue auparavant, est-ce qu'on n'irait pas s'en jeter un petit? Je pense que ça pourrait être utile. Non, vraiment, très peu de choses, si ce n'est que, ayant été là l'année dernière, j'ai un profond respect pour... et je tire mon chapeau à tous ceux et toutes celles et ceux qui sont passés aujourd'hui.
Vous êtes des héros, des héroïnes, parce que être là, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress, c'est s'ouvrir aux autres. Et c'est pas facile, et j'en suis convaincu, ce que vous avez réussi à faire ce soir, ça vous servira plus tard, peut-être pour un mini déclic, ou juste une fierté dans un moment sombre, ou dans un moment lumineux, tout ira bien. Et ben c'est ce que je vous souhaite. Et donc encore une fois, bravo, et allons mettre un ou deux godets pour tout ça. Plus longtemps, j'ai présidé cette année un jury, un concours sur la d'éloquence qui s'appelle le concours de la conférence du barreau de Paris. Donc j'ai entendu à peu près 500 discours cette année, de jeunes avocats de moins de 35 ans. Et je suis vraiment ébahi par le niveau des discours que j'ai eu ce soir. On était plus unanimes là-dessus. Sincèrement, il y avait énormément de boulot sur le fond comme sur la forme. Et c'était très très agréable à voir, même pour moi qui ai vu plus de 500 discours cette année. Chaque nouveau discours était un souffle nouveau, avec vos personnalités, et c'est ce qui est principal dans un bon discours. Donc encore une fois, bravo à vous. Un petit dernier mot pour tout le monde, toutes les personnes qui ont participé. À propos du sujet, comme on vient de le dire, chaque passage était exceptionnel, il y a vraiment des écritures incroyables. Donc bravo tout d'abord, encore bravo à vous. En ce qui concerne le sujet, mon rapport au sujet et mon rapport aux personnes qui ont gagné, c'est assez drôle parce que pour moi, le gagnant et les meilleurs espoirs représentent vraiment mon cheminement par rapport à ce sujet. C'est-à-dire que Arnaud, pour moi, ton intervention, elle a représenté pour moi ce moment où je me rends compte que oui, les dés sont jetés. C'est terrible, tout ce qu'on m'a appris vient d'un certain déterminisme et maintenant qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis lâche et je mets tout là-dessus? Est-ce que voilà, je ne vais pas reprendre ton texte, il était déjà beaucoup mieux écrit que ce que je suis en train de dire, mais voilà, il y a ce côté-là. Ensuite, avec Clara, vraiment, on a eu ce côté où tu as été celle qui a mentionné que le fait que les dés sont jetés, oui, mais après, qu'est-ce qu'il se passe? Les dés sont jetés, mais ce n'est que le début de la partie. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que, voilà, ça m'a vraiment parlé. Donc, c'est vraiment la deuxième étape. Et j'en arrive à la troisième étape de mon rapport avec ce sujet, qui était vraiment avec Thibaut, où là, je me suis dit, bon, les dés sont jetés, la partie continue, je fais mon truc. Mais en fait, est-ce que je suis vraiment la seule responsable? Est-ce que vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui m'arrive de par ces dés qui sont jetés, est vraiment de ma faute? Et là vient la question de qui jette les dés et de quoi les dés sont faits. Et là encore, vraiment, t'as fini cette compétition en beauté. C'est pas facile de finir, comme ça n'a pas été facile de commencer pour Arnaud. Et vraiment, vous avez mené ce concours avec beauté. Vous avez encore chacun et chacune abordé ce thème avec finesse et extrêmement de beauté. Je vous félicite. Et merci à tous. Et pour finir en beauté, on vous donne rendez-vous dans 30 minutes au Riva. On fait tout ça.